Chers internautes, bonjour. Bienvenue dans notre série de visioconférences Regards croisés sur l'autisme. Cette année, notre campagne de sensibilisation aura lieu sur les réseaux. L'opération Chaussée Bleue, qui a lieu tous les ans sur la place publique, vu les circonstances sanitaires, se fera sur la toile. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, dans le cadre de Regards croisés, nous recevons Nicole Grévis. Bonjour Nicole. Bonjour Flora, merci pour ton invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, aujourd'hui, nous avons souhaité t'inviter pour ta double casquette. Effectivement, tu es maman d'un jeune homme adulte autiste, mais tu as aussi créé, il y a une vingtaine d'années, co-créé avec d'autres parents, l'association Autisme Liège. Et c'est dans ce cadre-là que nous souhaiterions avoir ton regard sur la situation de l'autisme en Belgique ces dernières 20 années, le regard d'un parent sur toute l'histoire qui s'est passée en 20 ans. Est-ce qu'il y a eu des changements, des progrès, des évolutions? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Nicole, peux-tu en quelques mots nous présenter ton histoire? Alors Flora, avant tout, c'est vrai, je suis une maman de ce jeune homme autiste de 27 ans, autiste dit sévère, peu verbal, mais qui a quand même pas mal progressé malgré ses déficits, ses déficiences. Je suis aussi la cofondatrice de l'ASBL Autisme Liège, que nous avons créé avec d'autres parents un peu avant l'an 2000. Nous nous sommes réunis vers l'année 1998. Nous avions été mis en contact par le SUSA qui diagnostiquait nos enfants à l'époque et nous avons réalisé que nous avions tous les mêmes problèmes. Nous étions parents de petits-enfants et nous constations un manque cruel au niveau de ce qu'on pouvait nous proposer pour nos enfants, pour leur éducation, pour leur accompagnement. Et on a décidé que puisque ça n'existait pas, eh bien, de le créer. Comme nous étions encore jeunes, insouciants, ignorants de bien des choses, on s'est lancé et on y est arrivé. Ça a duré plusieurs années, hein. Mais en l'an 2000, l'ASBL est née et nous avons essayé de mettre sur pied un service d'aide éducative. Nous avons, au fil des années, engagé 6 intervenants, logopèdes, éducateurs spécialisés, enseignants, psychologues. Et ces personnes étaient chargées d'aller dans les familles et de soutenir les parents et d'aider aux apprentissages des enfants. Elles allaient aussi à l'école pour soutenir l'enseignante, elles allaient sur les lieux de loisirs, bref, partout dans les milieux des enfants où on avait besoin d'elles. On les avait bien sûr déjà formées à l'autisme à l'époque. Je tiens à en parler parce que je trouve que c'est important d'aller vers les familles, de les aider, de les soutenir, d'aider pour les apprentissages des enfants parce que tout ne peut pas se faire à l'école. Et franchement, on a suivi plusieurs dizaines d'enfants sur plusieurs années, avec parfois une vingtaine d'enfants en même temps. Et certains enfants ont fait pas mal de progrès et ça nous a bien aidés. Bon, maintenant, il fallait de l'argent. Donc, on a organisé des soupers, spaghettis, etc. On a fini par avoir une subvention de la ville de la région wallonne et bon, ça a roulé pendant 12-13 années. Au terme desquels on s'est dit, voilà, on est fatigué, on voudrait bien arrêter, mais on ne va pas tout laisser tomber comme ça et on va essayer de pérenniser notre projet. Et on a entamé des démarches. Et c'est finalement le SUSA, le service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme, qui a repris notre service. Donc, il y avait déjà une maison mère du SUSA à Mons, une antenne à Bruxelles, et c'est ainsi que s'est créée l'antenne de Liège du SUSA, qui a repris notre service et qui en a créé d'autres et qui existent encore aujourd'hui, avec plusieurs services d'accompagnement pour enfants, ados et adultes autistes, un service pour les troubles du comportement, interaction, et un tout récent service d'accueil de jour pour de jeunes adultes. Donc voilà, en parallèle à ça, on s'était quand même donné pour mission d'informer sur l'autisme parce qu'on estimait qu'on ne connaissait pas suffisamment l'autisme. Et de soutenir bien sûr les familles. On a une permanence téléphonique depuis toujours. On a essayé d'organiser des soupers, des rencontres. Voilà, ça a toujours fait partie de nos missions. Bon, on a encore eu quelques projets, mais je ne vais pas en parler maintenant. Si nous avons le temps tout à l'heure, nous en parlons. Nous avons quelques questions à te poser, Nicole. En vue de préparer ces visioconférences, on a mis sur les réseaux sociaux des demandes de questions et beaucoup de questions nous sont arrivées par mail. Et donc, je souhaiterais que tu puisses y apporter
tes réponses totalement personnalisées. Donc, en un, Nicole, la première des questions que je voudrais te poser, actuellement, la situation dans la Belgique francophone de l'autisme, quel est ton constat aujourd'hui avec les 20 ans d'expérience que tu as? Est-ce que ça a progressé? Est-ce qu'il y a des améliorations? Que peux-tu nous dire là-dessus? Mhm. Bien, en effet, ayant un fils de 27 ans et étant dans le milieu associatif depuis 22, 23 ans, on peut dire que ça fait un bail que je baigne dans le monde de l'autisme. Et je mentirais si je disais que durant ces 2 dernières décennies et demie, je n'ai pas vu d'avancée dans le domaine. Cependant, je suis bien forcée de constater avec tristesse que la plupart des problèmes auxquels j'ai été confrontée, eh bien, je les revois chez les parents d'aujourd'hui. Et c'est quand même un petit peu, c'est très triste de voir en plus de 20 ans, la situation n'a pas plus évolué. Donc, les avancées, il y en a eu, mais il faut le dire tout net, cette évolution n'est pas suffisante et c'est fait trop lentement. Donc, Flora, si tu veux, je vais essayer, comme tu me l'as demandé, de tresser une sorte de panorama de ce qui existe actuellement et de comment les choses ont évolué. Bon, mon opinion de maman, c'est ce que je vois. Je ne prétends pas tout connaître, mais bon, je ressens des choses et je les dirai. Et j'ai rencontré beaucoup de parents et je crois pouvoir parler de la situation que l'on Et c'est vit pour tous ça qu'on actuellement. t'a invité, Nicole. C'est vraiment pour ça. On a besoin que ce soit vraiment ton ressenti et ton expérience. Donc, on Mhm, t'écoute avec attention. mhm, mhm. Alors, on va faire un petit rappel historique qui ne remonte pas à si loin que ça, pour rappeler que ce n'est qu'en 2004 que l'autisme a été reconnu comme handicap en Belgique francophone. Alors que en 1994, c'était déjà le cas en région flamande et même en 96, je pense, en France. Donc, ça peut expliquer qu'on a manqué d'aide ici, de services, etc. C'est l'année suivante, en 2005, que les premiers centres de diagnostic, les centres de référence en autisme ont été créés. 8 au total dans le pays, 2 en Belgique, 2 en Wallonie et 2 sur Bruxelles. Et moi, donc ces centres sont chargés de poser le diagnostic et d'orienter les enfants et de coordonner les différents services qui vont s'occuper de l'enfant. Et ayant vécu la naissance de ces centre de diagnostic, je peux vous dire que je me souviens très bien qu'à l'époque, il était question de ne pas dépasser un délai de 3 mois à partir de la demande des parents pour réaliser le diagnostic. Ça a C'était fort écrit noir changé, sur blanc. malheureusement. On verra tout à l'heure que ça a bien changé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et moi, j'ai eu mon diagnostic, mais c'était plus tôt, c'était avant les centres de référence. Je l'ai eu dans les 3 mois à partir de ma demande. Alors, on peut dire quand même que dans un autre domaine, qui est le domaine de l'enseignement, on a été pionnier en la matière, puisque dès 1988, nous avons eu des classes, un projet qui s'appelait le projet Caroline, qui mettait sur pied des classes appelées les classes Teach, du nom de la méthode qu'on devait utiliser dans ces classes. Et ça s'est fait sous l'impulsion de l'Université de Mons et des personnes qui allaient former bientôt le SUSA, et aussi de l'association de parents pour l'épanouissement des personnes autistes. Il faut dire que les parents sont souvent à l'initiative de beaucoup de projets. C'est encore Oui, le oui, cas oui. aujourd'hui et plus Encore, encore. et on verra dans les suites des conférences que sans les parents, rien n'est possible. Ce sont eux les experts de leurs Mhm, enfants et mhm, on doit tenir compte, bien sûr, de l'expérience et de la vie des parents dans tous les domaines. oui. Donc, première classe destinée aux enfants autistes en 88 quand même, et je pense que d'autres pays étrangers nous ont enviés sur ce plan-là, et que c'est peut-être encore une des raisons qui fait que beaucoup de Français actuellement envoient leurs enfants ici. J'ai plusieurs appels, souvent des appels de Français qui demandent des renseignements et qui veulent déménager et qui effectivement déménagent pour venir dans l'enseignement spécialisé ici en Belgique. Alors bon, ça fait 33 ans qu'elles ont été créées, ces classes qui portent plus le même nom maintenant, on en reparlera après. Je me dis que ça devrait quand même être performant et rouler, mais bon, on verra que c'est quand même pas toujours le cas, que ça n'a pas toujours été bien compris, la méthode n'a pas toujours été bien comprise.
Et sans vouloir trop critiquer, il y a encore du pain sur la planche à ce niveau-là. Alors pour les personnes adultes et celles, on ne parlait pas encore beaucoup du syndrome d'Asperger à l'époque, faut le savoir. Et pour les personnes autistes adultes, il y a toujours quelques centres d'accueil, d'hébergement, des centres résidentiels, mais il faut savoir qu'on ne peut plus en créer et que il y a une liste unique à la VIC avec des noms, des cas prioritaires pour les cas urgents qui peuvent regagner certains centres, mais on n'a pas vraiment le choix pour ce qui est d'aller d'offrir un centre adapté à notre enfant et c'est vraiment dommage. Donc on distille un peu les places au compte-gouttes. Alors, un peu plus récemment, en 2016, a vu le jour un plan autisme. Je vais mettre entre guillemets les deux mots parce qu'on n'en entend plus parler. Oui, j'allais te poser la question, que devient-il ce plan? Mais je n'en sais trop rien. Je n'en sais trop rien. Bon, il faut dire qu'avec la situation, on n'a pas trop le temps d'en parler. En tout cas, dans les hautes sphères. D'avoir des réponses dans la suite des vidéos qui vont arriver. Peut-être. Donc, c'est un plan qui a été proposé par... Bon, il a quand même le mérite d'exister. Hein. Merci à ceux qui l'ont mis en place, qui a été mis en place donc par la région wallonne, Bruxelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'était quand même une première pour être censé coordonner les actions à mener dans toute la partie francophone du pays au niveau de l'autisme. Mais ce sont les associations qui l'ont demandé, mais n'ont pas été très satisfaites par le contenu de ce plan autisme qui doit être complètement révisé parce qu'il est fort flou, très très flou. Donc il doit absolument être révisé en espérant qu'il ne va pas tomber à l'eau ou il sera peut-être englobé dans un autre plan handicap dont on a parlé dernièrement. Enfin, on verra, attendons. Un peu plus tard, je pense en 2017. Nicole, 2018, avant que tu continues, oui, il y a un plan autisme de la région Fédération Wallonie-Bruxelles, mais il y en a aussi dans la région flamande. Oui, il y a un plan à peu près à la même époque. De manière totalement différente. Alors, je pense qu'il est un petit peu différent et qu'il tient plus compte dans ses propos des avancées qui ont eu lieu dans le domaine éducatif, dans le domaine des méthodes éducatives et ce qu'on appelle, nous, les associations, les bonnes pratiques qui ont été recommandées en 2012-2013 par la AS, par le KCE, etc. On peut trouver plein d'informations sur Internet sur le sujet et qui tient compte si je ne m'abuse, des personnes autistes, de la vie des personnes autistes dont on demande l'avis et des associations. Et ici, on n'a pas trop tenu compte, on a tenu compte de la demande, mais on ne nous a pas vraiment invités pour des discussions. Alors, un petit peu plus tard, c'est la résolution autisme qui a été votée au Parlement bruxellois francophone et qui l'a satisfait plus les demandeurs parce que lui tient compte justement de ces bonnes pratiques et est plus en phase avec les besoins des personnes autistes et la réalité de ce conflit. Donc voilà, attendons et nous verrons ce que ça va donner quand nous vivrons une situation un petit peu meilleure sur d'autres plans. Au niveau du diagnostic, parce qu'on en vient, tout commence par un diagnostic. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au diagnostic? Alors, pour le diagnostic, il peut être posé par un médecin spécialiste, mais il faut dire qu'il ne court pas les rues, hein, les médecins spécialistes qui peuvent poser un diagnostic. Et l'idéal, c'est de le poser dans un centre de référence, ce dont on vient de parler. Et on en a 4, on en a 4, 2 à Bruxelles, 2 à Wallonie. Il en manque dans certaines provinces, Namur, Luxembourg. Les parents doivent faire des kilomètres pour venir faire leur diagnostic. Or, on sait qu'un diagnostic peut prendre des semaines, et je dirais même des mois, hein, puisqu'il y a toute une batterie de tests à faire passer par une équipe multidisciplinaire. Et voilà, je sais que certains travaillent à la mise sur pied d'un nouveau centre de diagnostic dans ces régions-là. Espérons qu'il verra le jour. Dans la région de Namur, il y a quelque chose qui... Non.
Non, il y a un nouveau service qui s'appelle le CAPAL, le Centre pour l'autisme dans le Luxembourg, et qui devient justement le 1er avril centre de réadaptation fonctionnelle. Chouette service avec une équipe multidisciplinaire. Je peux en dire un mot. Donc, ils reçoivent 18 enfants. Ils prévoient d'en recevoir 30 pour des thérapies avec les diverses méthodes. Ils sont très motivés. Ils ont aussi conclu un accord avec l'hôpital de Libramont pour pouvoir amener les enfants, les personnes autistes à l'hôpital en les préparant. Donc l'hôpital a donné son accord, les personnes autistes sont préparées, elles peuvent aller faire une visite avant dans l'hôpital, on tient compte de leurs particularités, c'est vraiment c'est un modèle à suivre. Alors, le gros problème avec les centres de diagnostic, c'est Flora, tu le sais. Il y a le temps d'attente qui devient épouvantable. Alors, j'ai recueilli quelques petits chiffres et je prends mon petit papier. Par exemple, le CRAL à Liège, en 2019, a fait 125 bilans diagnostiques enfants et précise qu'il y a 2 années d'attente pour les enfants. J'essaye de prendre les tout petits le plus vite possible. 2 années pour les enfants. Mais pour les adultes, on parle pour les de 16 adultes, ans d'attente. 16 années. De centaines et de centaines de personnes en attente. Oui, quand on sait qu'il n'y a que 365 jours sur une année, on comprend qu'on ne chôme pas dans les centres de diagnostic. J'ai recueilli aussi des chiffres pour le centre de diagnostic de la Fondation SUSA à Mons, qui en 2019, donc la même année, a reçu 427 personnes qui ont bénéficié d'un diagnostic et ou d'une coordination. Et dans ces 427, il y en a les 3/4 qui ont bénéficié d'un diagnostic, donc enfants, ados, adultes. Et la liste d'attente étant à ce jour de 217 personnes. Je fais quand même une petite précision, car contrairement à ce qu'on raconte un peu partout, le SUSA diagnostique bien des adultes. Cependant, il y a une petite différence par rapport au CRAL ou à d'autres centres. Je ne sais pas très bien quelle est la situation dans les centres bruxellois. Il demande aux personnes de venir avec une demande de professionnel, un médecin ou un service. Mais le SUSA de Bruxelles ou le SUSA de Mons? Je parle là du SUSA, j'ai la réponse du SUSA Mons. Donc, je suppose que c'est valable. Et donc, pour le SUSA Mons qui voudrait passer un diagnostic, elle doit être envoyée par son médecin, si je comprends. Par un médecin, oui, qui a peut-être déjà ou un psychologue. Un psychologue ou un service. Et donc là, elle doit introduire une demande par mail, parce que ça, on a des échos très différents. Moi, j'ai des échos différents. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis allée à la source. Parce que oui, mais nous, on n'a toujours pas de réponse. On attend toujours une réponse du SUSA. Je suis allée à la source et voilà la réponse. Mais on lance un appel en direct. Cher SUSA, si vous nous entendez et que vous faites des diagnostics pour les adultes, oui, faites-le nous savoir. Merci. Je peux te certifier que oui, mais sous la condition d'être amené par un professionnel. 427 personnes, enfants, ados, adultes sur une année, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est des chiffres quand même interpellants. Or, le diagnostic, c'est quand même important, hein, Flora, parce que ça nous permet d'avoir un bilan. Il y a des rubriques dans le bilan diagnostic qui vous expliquent comment vous fonctionnez, où il y a des faiblesses, où il y a des forces, qui donnent des pistes de travail pour travailler avec parce qu'il faut les enfants. Il faut signaler à nos internautes qu'un diagnostic d'autisme, ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Chaque personne autiste est différente. Absolument. Il y a autant d'autisme que d'autistes. Donc, il est très important de connaître son nuancier, ses points forts, ses points faibles, pour pouvoir amener au mieux une aide, un soutien pour l'épanouissement de la personne autiste. Donc, c'est en ça que je pense qu'il est important d'avoir un diagnostic. Et encore pour terminer là-dessus, je parlerai tout petit peu du dépistage, qui est quand même important. Alors on dit souvent, faut attendre, faut pas obliger les enfants à subir des tests, c'est stressant, etc. Moi, en tant que parent, j'ai envie de dire non, faut pas attendre. Si les parents sont en demande, s'ils ont vu des signes, il faut faire attention. Et je parlerai encore de ce service du SUSA qui est Starter et qui est un service de dépistage, de repérage des premiers signes à l'aide d'un questionnaire qu'on connaît bien, nous, dans les associations, le chat et le M-chat et d'autres tests. Et encore un chiffre, le SUSA, depuis ce mois de janvier
depuis ce mois de janvier, a reçu 39 demandes. 39, non, c'est pour un autre service. 39 demandes de tout petits, pour des tout petits enfants. Pour des tout petits enfants. Les moins de 3 ans? Oui, moins de Donc, 3 il y a ans. maintenant un service de diagnostic qui commence à partir d'un C'est an pas un et demi. service de diagnostic, c'est un service de repérage Un service de repérage. des premiers signes. D'ailleurs, on peut dire aux personnes qui nous écoutent qu'on peut déjà voir apparaître des signes à partir d'un an et demi, voire un Oh, peu très petit parfois, hein, très très petit. petit. Moi, je les ai vus tardivement, mais une maman de mes connaissances les a vus, son enfant qui était tout petit, hein, qui ne regardait pas, qui ne tendait pas les bras, etc. Elle a été interpellée et maintenant les parents sont plus informés aussi, hein. Il y a les réseaux sociaux et Internet, donc ils sont assez vite, ils sont assez vite informés. Et oui, c'est bien ce chiffre que je citais, je vois sur mon document, depuis le mois de janvier 2021, le SUSA de Mons, parce qu'il existe un starter à Mons et un starter à Bruxelles, le SUSA de Mons a reçu depuis janvier, donc janvier, février, mars, ça fait 3 mois, 36 demandes. Et pas pour rien. Pour des petits enfants suspectés d'avoir des signes d'autisme. Alors on réalise les questionnaires, on essaye de guider les parents déjà, de les orienter vers des professionnels logos, etc. Voilà, moi je pense qu'il ne faut pas perdre de temps, tout en respectant la personnalité des enfants, hein, bien d'accord. Ça reste un enfant avant tout. Voilà, ça reste un enfant. Et ouais, c'est un service qui gagnerait à être répliqué dans d'autres régions. Il est subventionné par la région wallonne et par CAP 48. Le SUSA couvre le SUSA de Mons couvre toute la région wallonne, toute la Wallonie pour ça. Voilà pour le diagnostic. Je crois qu'on peut. Alors, ce que je voulais dire par rapport au diagnostic aussi, il y a les centres ONE qui accueillent la petite enfance, ça serait important aussi. Et je pense qu'ils ont une sensibilisation à l'autisme, mais aussi permettent de former les différents intervenants ou ceux ce qu'on appelle les premières lignes. Ça devient vraiment essentiel de pouvoir au moins repérer pour pouvoir diriger vers les bonnes personnes. Il y a eu un projet. Hein. On reviendra vers cette question-là qui viendra à un moment donné. Maintenant, Nicole, ce que je voudrais vraiment qu'on vienne en détail, s'il te plaît, c'est très important. Comment se passe la scolarité des enfants autistes en Belgique francophone? En détail. En détail, il y a beaucoup de choses à dire. Et je ne sais pas tout non plus. Moi, mon propre enfant a été dans l'enseignement spécialisé depuis toujours, donc je connais mieux l'enseignement spécialisé. Et il faut d'abord dire que tout enfant autiste a le droit d'être scolarisé, hein, et qu'il est la plupart du temps capable d'être scolarisé si on met autour de lui un contexte, un environnement qui lui est adapté, un cadre qui lui est adapté. Ça, c'est important de le dire. Et il y a différentes possibilités pour un enfant autiste, donc soit l'enseignement spécialisé vers lequel on oriente malgré tout souvent et peut-être trop souvent les enfants autistes, l'enseignement ordinaire, oui, l'enseignement ordinaire, sans aide parfois parce que certains en sont tout à fait capables, avec aide, et parfois donc avec l'intégration, j'en parlerai tout à l'heure. Et aussi, donc, certains parents qui ne trouvent leur bonheur ni dans l'enseignement spécialisé, ni dans l'enseignement ordinaire, font carrément l'enseignement à domicile et deviennent les propres enseignants de leur enfant. Alors, il y a toute une série de démarches administratives, des conditions. Un programme à suivre. Voilà, il faut aller sur enseignement.be pour avoir les renseignements, mais bon, c'est quand même, ça doit être assez lourd et je sais que plusieurs parents, hein, dans mon entourage, sont passés à l'enseignement à domicile avec parfois des beaux succès, il faut le dire. Hein. Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de parents qui ont du mal à trouver la place pour leur enfant dans ces différents types d'enseignement. Donc, de facto, ils n'ont pas trop le choix. Ils préfèrent déscolariser l'enfant et faire la scolarisation à domicile. Je sais aussi une chose. Donc, ici, il y a 3, voire 4 possibilités en Belgique francophone. Mais je sais qu'en Flandre, ils ont une classe spécifique qu'ils ont créée pour les personnes autistes et qui n'existe pas en région. Ça, c'est dans l'enseignement spécialisé. Ben, on y arrive à parler de l'enseignement spécialisé qui est divisé ici en 8 types selon les besoins et l'autonomie des enfants, qui accueillent tous les enfants avec handicap ou difficultés. Et en Flandre, c'est pas un type 7, comme je disais tantôt, c'est un type 9
qui a été créé avec plus ou moins de bonheur. Je n'en sais pas trop sur le sujet. J'ai ouï dire que ce n'était pas si performant que cela. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça n'existe pas en tout cas chez nous en Belgique francophone. Donc je le disais tantôt, on a été pionniers franchement. En 1988, des classes teach. Je rappelle un petit mot ce que c'est que les classes teach, parce Oui, qu'il y a encore des gens qui ne savent merci. pas. Et surtout de préciser qu'il faut un continuum. Moi, je crois que c'est très important parce que ma fille a bénéficié des classes Teach dans son centre. Et ce qui est très important aussi, c'est de continuer cette méthode, à la maison, en famille et dans tous les lieux. C'est très important d'avoir un continuum. Je tenais quand même à le signaler. Et on t'écoute. Alors, la méthode Teach, c'est plutôt un programme Teach. C'est un programme qui a été créé dans les années 70 ou 80, je ne sais plus trop, en Amérique, en Caroline du Nord, par le professeur Chopler, et qui est donc consacré à l'éducation des enfants autistes, qui part du principe que l'autisme, c'est quelque chose de biologique, c'est pas quelque chose qu'il faut traiter par la psychanalyse, et qu'il faut surtout éduquer les enfants. Et on part de leurs forces et on individualise en partant des forces des enfants, en essayant qu'ils ne soient pas mis en échec trop vite. Alors c'est une méthode dans laquelle, je rappelle les grands principes. Structuration de l'espace et du temps. Un enfant autiste a besoin de repères. On sait qu'il a du mal à trier les infos, etc. Je ne vais pas faire un petit cours sur l'autisme, mais on sait qu'un enfant autiste a besoin de repères. Donc, il faut structurer son temps et son espace. Son temps avec des horaires individualisés et son espace, un espace travail, un espace pour manger, pour se reposer, etc. C'est ce qu'on trouve dans les classes Teach. Individualisation, je l'ai dit, repères visuels et utilisation de la communication alternative. On sait que beaucoup d'enfants ont des difficultés au niveau du langage, donc il faut, pour éviter les problèmes de comportement, etc., leur donner les moyens de communiquer, d'exprimer leurs besoins, de se faire comprendre. Et voilà, la communication alternative telle que les pictogrammes, ce qu'on appelle maintenant le PEX, le système de communication par échange d'images, tout ça, ça fait partie de la méthode Teach. Et aussi la collaboration avec les parents, ce qui est un point important dans le programme Teach. À propos des accompagnements, justement, une des questions était, ne devrait-il pas exister un cahier de charges pour les intervenants de l'autisme? Oui, ça, je comptais en parler dans la… À Autisme en Action, c'est quelque chose qui revient souvent et on se pose la question, et pas que nous, j'imagine, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Est-ce qu'il serait judicieux de mettre ça en place? Parce que je pense que c'est nécessaire. Oui, mais je pense qu'on peut franchement se poser la question de se demander si ça ne serait pas nécessaire, et dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de l'enseignement, mais pour tous les intervenants qui entourent nos enfants et les personnes adultes aussi, les professionnels de la santé et d'autres aussi. Pourquoi? Parce que travailler avec un enfant autiste, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler efficacement avec les enfants autistes. La loi prévoit que dans ces classes, parce que, bon, je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais ces classes, elles ont été, je reviens un petit peu en arrière, où ces classes Teach ont été créées à titre expérimental, le sont restées pendant des années et ont pris un autre nom, si vous voulez, à partir du décret de 2009, époque à laquelle on a créé les classes à pédagogie adaptées pour les élèves avec autisme et aussi des classes à pédagogie adaptées pour des élèves avec d'autres besoins spécifiques, les élèves 10, les élèves avec polyhandicap, etc. Et le décret précise qu'au moins un enseignant de l'équipe doit être, parce que c'est une équipe, un enseignant entouré d'une équipe paramédicale doit être formé à la méthode Teach ou à une autre méthode, ABA, etc. Moi, je pense que toute l'équipe devrait être formée à la méthode. C'est très bien qu'il y en ait un, mais qu'il le soit déjà de manière approfondie. Et voilà, on ne peut pas en vouloir aux profs qui ne le sont pas, ça coûte cher, il faut trouver le moment de le faire, etc. Mais ça devrait faire partie des critères. Et là, je ne peux pas m'empêcher de rappeler ce que disait un grand monsieur de l'autisme qui était au Peters
que les vieux comme moi, les vieilles comme moi ont bien connu. Inspirant, inspirant. Que l'on écoutait lors des conférences en buvant ses paroles. Oui, oui, oui. Voilà, tant il disait des choses magnifiques. Extraordinaire. Et voilà, il explique bien qu'il faut une série de qualités et de capacités si on veut être efficace. Et c'est lui qui, pour moi, a le mieux résumé le profil type du professionnel de l'autisme. Et si tu permets, je vais lire un petit peu ce qu'il dit parce que je trouve que c'est encore d'actualité, c'est tellement vrai. Il dit aucun enseignant ne devrait être obligé de travailler avec les enfants autistes. Il faut pour cela une formation initiale, une spécialisation et une formation continuée. Il y a d'ailleurs dans les institutions, ça c'est moi qui le dis, beaucoup de turnover dans le personnel. Les gens sont vite, s'essoufflent vite, sont vite lassés, ne comprennent pas et s'en vont. Donc tout le monde ne s'adapte pas et ne supporte pas. Et Theo Peters dit encore ceci, il faut pouvoir penser comme une personne autiste. Il faut avoir beaucoup d'empathie, s'imaginer que cette personne a une perception différente de celle que nous, les neurotypiques, nous avons, qu'elle comprend de manière littérale, qu'elle ne comprend pas toujours tout, qu'elle ne comprend pas le second degré, par exemple. Donc ça, c'est une chose... C'est un des grands freins à des avancées, c'est la non-compréhension du mode de fonctionnement autistique, du fonctionnement cognitif de l'autiste et de ses perceptions, de sa sensorialité différente. Et tant que les professionnels n'ont pas compris ça et que dans le domaine politique, ceux qui décident n'ont pas compris ça, on pourra difficilement mettre en place les bonnes mesures. Nicole, d'après toi, est-ce qu'il y a des formations que peuvent suivre les professionnels, mais aussi les parents? Parce que moi, je pense qu'à la base, c'est le parent qui est énormément de temps avec son enfant. Donc, je pense que les parents ont le droit à avoir accès à une formation, bien sûr, autant que les professionnels. Donc, si tu as des infos à donner, elles sont les bienvenues. Est-ce que tu acceptes que je continue ma petite lecture? Parce qu'il y a des choses, ou bien le temps passe. Le temps passe, je dois t'avouer que le temps passe. Okay. Oui, il y a des formations et on y reviendra si on a le temps. Il y a des formations. J'ai noté sur un petit papier. Oui, bien sûr, les parents devraient être formés. Moi, j'estime qu'ils devraient être formés dès le diagnostic. On devrait leur donner un congé pour cela. Moi-même, avec d'autres parents, il y a 20 ans, nous avons pu bénéficier de formations de parents au SUSA, formation résidentielle, accompagnée de notre enfant autiste et de la fratrie. C'était très, très, très instructif, très intéressant, en plus des échanges qu'on nouait avec les professionnels et avec les autres parents. Donc, des formations, il y en a en Belgique, certainement pas en suffisance, mais les associations de parents, on va commencer par nous, organisent des formations. Je citerai celles qui sont très connues du GAMP et d'Infoautisme, formation à l'ABA, au PEX et d'autres formations encore qui ont lieu dans plusieurs villes de Belgique à tarifs plutôt intéressants. Il y a l'association La Vie en Bleu, il y a nous ponctuellement, Autisme Liège et la PEPA aussi ponctuellement, toi je pense aussi. Oui, Autisme en Action, on organise des formations pour sensibiliser les parents à comprendre le fonctionnement autistique. Là, elle devrait reprendre, nous espérons, dernier trimestre de l'année 2021, en tout cas très certainement début d'année 2022. Ok. Alors, il y a toute une série d'organismes qui donnent des formations. L'AVIC, l'Agence pour une vie de qualité, qui a tout un programme pour les années 2019, 20, 21, et on peut trouver le programme sur leur site internet. Programme donc consacré à l'autisme avec plusieurs modules sur différents thèmes. La Fondation SUSA, évidemment, l'AVIC, c'est plutôt pour les services qu'elle gère. La Fondation SUSA, elle organise des formations pour les parents et aussi pour les professionnels sur de nombreux thèmes également, et on peut trouver sur leur site internet le catalogue. Alors pour les enseignants, les membres du PMS, etc., il y a l'IFC, Institut de la formation en cours de carrière, avec divers thèmes, initiation au TSA, stratégie éducative, teach, aménagement raisonnable, on en reparlera, troubles du comportement. Donc, il faut savoir quand même que ça existe et on peut aller sur leur site aussi pour trouver ce programme. Pour les nouvelles technologies, la communication, etc., il y a le CRET, à Namur. Beaucoup d'entre vous connaissent tablettes. On peut même avoir en prêt des tablettes si les conditions sont remplies.
Et puis alors, à préciser aussi ce fameux certificat interuniversitaire en troubles du spectre de l'autisme qui en est à sa 4e édition et qui est organisé à l'ULB avec toutes les universités francophones, qui est destiné aux professionnels. Ça s'étale sur une durée de 2 ans avec toute une série de modules qui vont du diagnostic aux aspects biomédicaux, aux interventions, etc. Et il y a aussi un module, un tronc commun de 3 jours qui est destiné aux professionnels, mais aussi aux parents, et qui fait tout un panorama des connaissances actuelles et de la situation en Belgique. Formation vraiment hyper intéressante. Une autre formation dont j'ai connaissance et qui est le certificat universitaire, ça c'est pour les pros, hein, le certificat universitaire en accompagnement psychologique de la parentalité qui a lieu à l'UCL, qui en était à sa 2e édition en 2020. Et parmi les modules, un module est consacré aux parents d'enfants à besoins spécifiques et notamment aux enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Il y a encore d'autres organismes, oui, voilà, mais bon, ce sont les organismes principaux. Et voilà, j'invite tous les pros et tous les parents qui le peuvent à suivre, à se former. Et votre ASBL aussi organise des formations. De temps à autre, vraiment ponctuellement. Et Autisme en Action aussi. L'année prochaine, il y en a 2, enfin, même pas l'année prochaine, cette année, en fin d'année, il y aura une formation pour les professionnels de la santé, de l'éducation, qui sera organisée en collaboration avec Marco Di Duca, le psychologue, entre autres, au CRAL, consultant au CRAL, qui a énormément d'expérience au niveau de l'autisme. Et il y aura aussi des formations pour les parents, là, qui seront données par l'équipe d'Autisme en Action avec nos orthopédagogues, logopèdes, neuropsy. Et on y viendra au courant, mais je pense qu'il y a d'autres associations aussi qui mettent beaucoup de choses en place pour les formations. On y reviendra bientôt. Alors, est-ce que je peux revenir sur les manques dans l'enseignement? Est-ce que je peux revenir sur les manques? Tu me tires les mots de la bouche, je voulais qu'on en revienne. Oui, tu veux bien, oui. Tout à fait. Parce qu'il y a quand même des lacunes, quoi. Et on retrouve ce manque de formation du personnel, vraiment, qui ne demande qu'à être formé. Hein. Il faut lui accorder cela. Dans les classes à pédagogie adaptée pour élèves avec autisme, est obligatoire ce qu'on appelle un PIA, un programme individuel un plan individuel d'apprentissage et qui doit être rédigé par l'équipe en concertation avec la famille. C'est obligatoire. Hein. La famille n'est pas obligée. Il faut signaler à tous les parents ne le savent pas toujours. Ils ne le savent pas toujours qu'ils peuvent, qu'ils doivent et qu'ils ont droit à avoir ça. Oui, un PIA. Oui. Alors, c'est quoi un PIA? C'est un plan qui reprend toute une série d'objectifs que dont on est censé atteindre avec l'enfant sur un certain laps de temps et qu'on va réévaluer au fil du temps. Et c'est un outil assez intéressant pour ne pas aller dans tous les sens et pour bien avancer avec des objectifs petits d'abord, parce que même moi au début je me rends compte que je me fixais des objectifs énormes et qu'il faut y aller à petits pas doucement mais sûrement. Et un autre plan qu'on ignore encore plus, c'est le plan individuel de transition qui est censé préparer dans le secondaire le passage à la vie adulte après la scolarité. Ça, on dirait que tout le monde l'ignore. Voilà. Voilà, je ne veux pas généraliser. Il y a des classes qui fonctionnent très très bien et il y en a d'autres qui fonctionnent beaucoup moins bien. On passe à l'enseignement ordinaire. Voilà, l'enseignement ordinaire. Oui. Alors, l'enseignement ordinaire, je vais essayer de résumer pour ne pas prendre encore trop de temps. Il est possible, avec certaines aides, de fréquenter l'enseignement ordinaire. Il y a ce qu'on appelle les aménagements raisonnables qui sont obligatoires depuis 2018. Donc, dans toute école, tout élève, qui a des besoins spécifiques est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables, matériels, organisationnels ou pédagogiques, pour autant que la situation ne demande pas qu'il aille dans le spécialisé. Donc, est-ce que ça peut être parfois des choses toutes simples, hein? Accepter qu'il n'aille pas sur la cour de récréation parce qu'il y a trop de bruit, parce que ça le perturbe. Accepter qu'il utilise un ordinateur dans sa classe. Accepter qu'il ait des questions un petit peu différentes pour son interro parce qu'il ne comprendra pas certains mots. Accepter qu'il ait plus de temps. Accepter qu'il ait un accompagnement. Mais bon, là encore, on constate que les parents sont un peu déçus
parce que ces aménagements raisonnables ne sont pas bien acceptés par les professionnels pour diverses raisons. On ne va pas s'étendre sur le sujet. Et on aura une oui, sur le vidéoconférence sujet, sur ce ok. sujet dans le Et il va futur. y avoir donc des changements dans l'air à partir de la rentrée de septembre 2021, si les choses se passent comme prévu, avec la mise en place de ce qu'on appelle les pôles territoriaux, c'est-à-dire des équipes formées d'enseignants, éducateurs, kinés, multidisciplinaires, donc qui sont attachés à une école spécialisée, qui serait censée aider les enseignants de l'ordinaire à mettre en place des aménagements raisonnables et à accompagner au mieux l'enfant. Ça suscite un petit peu des craintes chez les parents, chez certains enseignants, parce que c'est un petit peu flou, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et quelle place auront les enfants autistes là-dedans. Voilà, on verra. Des classes inclusives, il y en a un petit peu. La Belgique a été condamnée en février 2021 pour manque d'efforts consentis pour l'inclusion des élèves avec handicap. Et je signale quand même qu'un mois après, en mars, ce mois-ci, un article 22 ter a été ajouté à la Constitution, donc à nos lois, pour proclamer le droit à l'inclusion de toutes les personnes en situation de handicap et le droit aux aménagements raisonnables dans l'enseignement, mais aussi dans le domaine de l'emploi et dans la vie en général. Voilà, pour l'enseignement, j'y tiens à l'enseignement. Nicole, il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Tu sais, Oui. c'est super intéressant, donc on a envie de s'étaler, mais ce sera peut-être l'occasion de refaire des vidéos sur chaque thème un à un. Et ça, je le dis à tous nos conférenciers qu'on y reviendra. Là, on veut donner une vue d'ensemble et des pistes de réflexion et d'information. Alors, une question, quelques mots sur la vie des personnes autistes quand ils rentrent dans la vie adulte. Quelles sont les difficultés? Les périodes de transition et de changement sont toujours difficiles pour les autistes. Donc, quand on rentre dans la vie adulte, c'est vraiment une nouvelle période de leur vie avec beaucoup de changements. Il n'y a plus l'encadrement qu'on avait à l'école, il n'y a plus les repères qu'on avait à l'école. Donc, ça peut susciter des gros problèmes, surtout si le jeune adulte ne trouve pas de centre ou ne trouve pas d'emploi, s'il a les capacités d'exercer un emploi. Et ce qu'on constate, c'est qu'il peut y avoir des régressions, de la dépression, de la perte des acquis, ça peut parfois aller très loin. Donc, c'est un grand bouleversement tant dans la vie du jeune adulte que dans la vie de la famille. Et donc, voilà, soit on va les orienter vers un centre. Si on trouve de la place, on n'a pas vraiment le choix pour ce centre. Il va falloir le mettre là où on trouve de la place. Et nous, les parents, on se dit, bah, on est plutôt jeunes, il faut trouver. Et pour ceux qui sont, il y en a qui vont aussi dans des entreprises de travail adaptées, mais c'est pas évident non plus là. Et il y a tous ceux qui sont capables d'exercer un emploi, mais qui sont pas toujours bien accueillis ou qui sont virés de l'emploi parce qu'ils ont des comportements bizarres. On comprend pas très bien de nouveau le fonctionnement autistique et beaucoup devrait être fait sur ce plan-là pour les personnes autistes. Et ne parlons pas du vieillissement. Dont on ne parle pas justement. Il existe un service d'accompagnement pour l'après-parent. Ça reste la question qui nous turlupine tous, nous les parents, qu'est-ce qui va arriver après? Alors, il y a des aides pendant l'école et après l'école, il y a quelques services, mais si j'ai encore 5 minutes, j'ai bien envie de citer mais là pour moi… Un quart d'heure, tu m'as dit. Oui, on a un quart d'heure, mais on a encore une dernière question, mais quand même, je tiens quand même à attirer l'attention. Alors, je ne sais pas quel est ton point de vue, mais moi, en tant que parent d'une jeune adulte et aussi en associatif, je vois très bien une très grande différence dans le monde de la petite enfance et de l'enfance. Dès que ça devient adolescent et dès que ça devient jeune adulte, alors là, les services disparaissent et diminuent en peau de chagrin. On a de moins en moins d'aide, de moins en moins de services adaptés et ça participe au surhandicap de ces personnes et des familles. Et ça, je pense qu'il y a un énorme effort à faire. Donc, si tu veux… je ne sais pas où attester ou contester ce que je dis. Je ne sais pas. Je suis tout à fait d'accord. J'ai gardé après l'école, j'ai gardé mon fils 5 ans et demi à la maison. Donc, il a fallu que je lui trouve des activités pour qu'il ne s'ennuie pas, pour qu'il ne perde pas ses acquis. Et on était toujours en route, en train d'essayer voilà, il faut faire du sport. On a une chouette ASBL ici sur Liège pour le sport. On fait de la logopédie. Et là, j'embraye sur le problème du remboursement de la logopédie. Parce qu'on n'en a pas parlé. C'est vraiment un drame. C'est vraiment un drame pour nous, les parents, que l'enfant soit petit ou adulte. On n'est pas remboursé pour les séances de logopédie.
l'autisme, c'est essentiellement un problème de communication. Qui mieux que le logopède peut aider l'enfant autiste et l'adolescent autiste, l'adulte autiste à mieux communiquer? C'est le spécialiste de la communication. C'est quand même aberrant. Eh bien non, les séances ne sont pas remboursées ou dans certaines mutuelles remboursées de 5 euros. Moi, je touche 5 euros sur 58 euros passés, sachant que ce tarif a été augmenté dans les derniers mois 2 fois. On ne conteste pas, les logos font un travail admirable, mais voilà, dans la nomenclature de l'INAMI, on ne trouve pas les TSA, ainsi que d'autres handicaps d'ailleurs. C'est pas considéré comme un trouble développemental. Il faut atteindre un certain QI, sinon on considère qu'ils doivent être envoyés dans des CRA, dans des centres dans des centres de réadaptation où il y a des listes d'attente épouvantables. J'ai des chiffres. Et il y a aussi un argument comme quoi les enfants qui bénéficient de l'enseignement spécialisé ont des séances de logopédie, mais on sait très bien que les logos sont surchargés dans les classes spécialisées et que l'enfant ne reçoit pas ne reçoit pas ce qu'il faut. Donc, il est grand temps ça fait des années que des associations y travaillent et qu'on en parle, mais donc là, non, ça ne se fait pas. Et en plus, il y a d'autres thérapies, ergothérapie, psychomotricité, etc. Donc, ce n'est pas l'allocation familiale majorée qui va pouvoir… En tout cas, une des revendications des parents, c'est que la logopédie soit remboursée pour les personnes autistes. Il faut quand même se rendre compte qu'en Belgique, n'importe quel enfant lambda a droit à un remboursement de logopédie. Et dès qu'on a un diagnostic d'autisme, ça devient un peu compliqué. Or, d'après nous, la logique, ça devrait être le contraire. Donc ça, c'est une revendication et je pense que si c'est une loi, il faut la changer le plus vite possible parce que là, ça perdure et il n'y a vraiment plus aucune excuse. C'est une question de volonté. Les logopèdes peuvent agir à de nombreux niveaux. Tout à fait, mais je pense, d'après notre logopède, elles essayent vraiment de faire bouger les choses et je pense qu'il va y avoir des changements dans les mois et les années à venir, mais j'espère que ce sera pour un remboursement total parce que je pense qu'un accompagnement, l'argent ne doit pas être un frein pour un bon accompagnement. Il y a beaucoup de familles qui font beaucoup de sacrifices et tout, et donc c'est très important. Alors, on disait qu'on manquait de services, c'est vrai, et plus on avance en âge, plus on avance, plus il y a un manque de services, mais je voulais signaler aussi l'existence de services répit, dont la deuxième base à Jean-Blou, qui est spécialisée en autisme. Il y en a d'autres qui sont chouettes aussi, mais qui ne sont pas spécialisés en autisme, mais qui a aussi une liste d'attente épouvantable. Donc, il nous en faut encore plus. Voilà, 90 familles sur la liste d'attente. Parce que si il faut attendre 2-3 ans et y avoir du répit, qu'on est en urgence, il faudra avoir… Ça peut sauver certaines familles, ça m'a sauvé, franchement. Oui, tout à fait. Mais pour avoir été contactée par des familles qui ont besoin de répit et des personnes, je vois que les listes d'attente sont très longues et qu'il y a urgence à réagir. Donc, c'est très bien que ça existe, mais ça serait encore mieux si on est un peu plus, beaucoup plus d'ailleurs. Alors, Nicole, le dernier mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire ou partager auprès des personnes autistes et leurs familles? Quel est le message que tu voudrais passer Déjà aux parents et surtout aux jeunes parents, je voudrais leur dire, n'hésitez pas à vous informer, à vous former, à comprendre le fonctionnement de votre enfant autiste. C'est tout bonus pour qu'il puisse s'épanouir dans cette société qui n'est pas faite pour les personnes autistes avec toutes ces règles, etc. Je voudrais leur dire de garder l'espoir, que les choses, si elles avancent lentement, elles avancent quand même. Je leur dirais de ne pas hésiter à se rencontrer, à échanger, à se mettre ensemble pour faire valoir leurs droits, parce que des droits, on en a. Et aux personnes autistes, je leur dirais, et je dirais aussi aux parents, oui, il y a des moments très, très durs, très, très difficiles. Je parle aux jeunes parents, mais on a aussi des moments merveilleux. Et moi, perso, j'ai découvert l'amour inconditionnel avec mon enfant. Et on a eu des moments très, très durs, mais aussi superbes. Et pour les personnes autistes, je dirais que oui, cette société n'est pas vraiment pas faite pour elles. Mais bon, qu'on leur demande beaucoup d'efforts, c'est vrai. Que nous aussi, les parents, on doit faire beaucoup d'efforts pour les comprendre et que c'est bien de faire chacun la moitié du chemin. Et que j'espère de tout mon cœur qu'avec le temps, on comprendra de mieux en mieux leur fonctionnement et qu'elles n'hésitent pas justement à publier, à écrire des ouvrages, à faire entendre leur voix comme elles le font pour que
de plus en plus et de mieux en mieux, on comprenne ce que c'est que le fonctionnement de la personne autiste. Ok, merci Nicole pour ce partage. J'espère qu'on aura l'occasion de te voir bientôt à notre prochaine opération Chaussettes Bleues ou ailleurs. À très bientôt et merci. À bientôt, Flora. Merci à Au toi aussi. revoir.